Vous voulez vivre dans cette maison? Alors mettez-vous à genoux et mangez ce qu'elle a cuisiné. À genoux. Je ne le répéterai pas. Elle seule mérite de manger ici. Mon Dieu. Aïcha, qu'as-tu fait faire à ma mère? Mes chers amis, avant d'entrer dans l'histoire d'aujourd'hui, laissez vos cœurs se calmer un moment, car certaines histoires ne sont pas seulement faites pour être entendues. Elles sont là pour nous rappeler les personnes qui ont tout sacrifié pour nous, en particulier nos mères. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre ne parle pas de richesse ou de pauvreté. Elle parle de l'amour d'une mère. Cette chose unique qui, une fois perdue, ne peut jamais être remplacée. Et parfois, une seule action irréfléchie suffit à briser le cœur d'une mère. Maman Fatou était l'image même d'une mère africaine traditionnelle. Une femme qui avait passé toute sa vie au-dessus de marmites fumantes, bravant le soleil et la pluie pour élever son fils unique, Moussa, jusqu'à en faire un ingénieur en informatique et finalement le PDG d'une start-up en pleine croissance à Abidjan. Dans sa jeunesse, les gens du quartier populaire la connaissaient bien. La petite table en bois, le cuiseur vapeur en aluminium qui crachait de la fumée, l'odeur des haricots moulus et des feuilles de bananier qui se mélangeaient dans l'air. Un parfum si riche que les enfants qui passaient tournaient toujours la tête. Ses mains étaient rugueuses et calleuses, mais l'attiéké qu'elle préparait était doux comme de la soie, d'un doré éclatant, fumant, le petit déjeuner qui nourrissait tout un quartier pauvre. Moussa, mange vite et va à l'école. Tu dois sortir de cette rue, répétait-elle chaque matin, poussant vers son fils la plus grosse portion, celle avec le plus de poissons, alors qu'elle-même ne mangeait que les miettes au fond de la marmite. Depuis ses premières années, la vie de Moussa se mesurait au nombre de portions d'attiéké que sa mère vendait. L'argent de la scolarité venait des clients qui payaient en petites coupures. Ses nouvelles chaussures d'école étaient achetées pendant la saison des pluies, quand sa mère restait debout à vendre sous une bâche déchirée, les pieds trempés dans l'eau sale, souriant toujours. Ce n'est rien. Je peux supporter. Tant que tu n'as jamais à abandonner l'école. Moussa avait grandi entouré de vapeur, de haricots, d'huile et de la sueur du sacrifice de sa mère. Il étudiait sous l'ampoule jaune tremblotante de leur chambre exiguë, à côté de piles de feuilles de bananier lavées et prêtes pour le lendemain matin. Chaque fois qu'il obtenait une bonne note, il rentrait à la maison à bout de souffle. « Maman, je suis premier de la classe. » Maman Fatou s'essuyait les mains sur son pagne, le serrait fort dans ses bras, les larmes glissant sur son visage sombre et luisant. « Mon fils ne restera jamais au bord de la route à vendre de l'attiéké comme moi. Dieu a entendu mes prières. » Quand Moussa réussit l'examen d'entrée dans une université prestigieuse d'Abidjan, maman s'acheta pour la première fois de sa vie un nouveau boubou. Elle s'assit au dernier rang, ne comprenant pas l'anglais qui sortait de la scène, n'entendant qu'une chose clairement, Moussa Traoré, suivi d'applaudissements. Ses mains pressées l'une contre l'autre, tremblantes. Son esprit revivait chaque matin pluvieux, chaque fois où ses genoux la faisaient souffrir après être resté debout toute la journée. Chaque nuit passée à ramasser les haricots éparpillés sur le sol, car demain il faudrait en moudre davantage pour vendre. Tout cela semblait valoir la peine pour ce seul nom qui était appelé. Des années plus tard, quand Moussa devint ingénieur en informatique, puis décrocha un emploi dans une grande entreprise d'Abidjan, elle ne comprenait toujours pas ce que signifiait la technologie. Elle savait seulement que son fils travaillait maintenant dans un grand immeuble de verre avec climatisation, ascenseur, et que les gens l'appelaient un homme de l'avenir. « Mon fils travaille avec des ordinateurs », disait-elle fièrement aux voisins, comme si elle-même avait inventé le smartphone. « Je ne sais pas ce qu'est un ordinateur, mais ça doit être quelque chose d'important. » Il rentre si fatigué qu'il s'endort sur sa chaise. Quand Moussa ouvrit sa propre start-up, les gens qui autrefois se moquaient d'elle, le fils d'une vendeuse d'attiéké ne grandira que pour vendre de l'attiéké aussi, changèrent soudainement de ton. Il l'appelait « patron », un homme qui réussit. Mais maman l'appelait toujours « mon bébé ». Le mot PDG lui semblait étranger, mais Moussa mangeait toujours l'attiéké qu'elle préparait, s'asseyait toujours sur la vieille chaise en bois sous le porche, disant toujours « cette odeur me manque tellement ». C'étaient ses vraies victoires. Puis, comme dans beaucoup d'histoires d'Abidjan, un jour, Moussa ramena à la maison une femme qui changea tout le rythme de la maison. Aïcha arriva comme une brise parfumée. Elle sortit d'une voiture brillante, ses talons claquant sur le chemin pavé. Ongles vernis rouge vin, écran de téléphone toujours allumé, cheveux bouclés en vagues douces, robe moulant sa silhouette élancée. Maman essaya de son mieux d'ouvrir son cœur. Elle prépara un plateau d'attiéké, de riz jollof, de plantain frit, tout ce qu'elle pensait que les gens de la ville aimeraient aussi. Elle sourit gentiment, sa voix légèrement tremblante. « Aïcha, goûte ce que maman a préparé. » Moussa a grandi en mangeant ça. Aïcha goûta une bouchée, puis reposa la cuillère, souriant avec ses lèvres, mais pas avec ses yeux. « C'est bon de façon traditionnelle, maman. Mais j'ai l'habitude de manger des choses un peu plus modernes. » Maman hocha rapidement la tête. « Ce n'est pas grave.
Maman peut apprendre. Tant que mon fils a quelqu'un pour bien s'occuper de lui, maman mangera n'importe quoi. Leur mariage fut célébré dans une grande église d'Abidjan. Maman Fatou s'assit au premier rang, portant le plus beau boubou de sa vie, un foulard doré éclatant sur la tête. Elle regardait son fils dans un costume parfait. Aïcha dans une robe blanche éblouissante. Les lumières, la musique, les gens criant, embrassaient la mariée. Son cœur débordait d'une croyance simple. Enfin, mon fils a une famille. Je suis vieille maintenant. Je peux me reposer. Après le mariage, Moussa emménagea dans une petite villa à Cocody, où les rues étaient plus propres, les klaxons moins fréquents, et tout semblait plus classe que le quartier où il avait grandi. Quelques mois plus tard, il revint chercher maman pour qu'elle vive avec eux. Maman, je ne veux plus que tu vives seule. Je peux m'occuper de toi maintenant. Tu devrais être près de moi. Maman hésita. La rue boueuse, les voisins bruyants, les rires du coin de la rue où on vendait des boissons. C'était sa vie. Mais elle vit le visage joyeux de son fils et elle hocha la tête. Là où mon fils vit, c'est chez moi. La maison de Cocody était lumineuse et spacieuse. La cuisine avait une cuisinière électrique et un four, un réfrigérateur à double porte, des sols en marbre. Maman entra et toucha le comptoir comme si elle touchait quelque chose venu d'un autre monde. Cuisiner la tiéké ici doit être amusant, sourit-elle. Au début, Aïcha essaya d'être polie. Elle appelait maman avec douceur, portait ses sacs, lui apprenait à utiliser la télécommande de la télévision. Mais bientôt, de petites différences émergèrent. De minuscules fissures dans les murs fraîchement peints. Le matin, maman se réveillait à 5 heures par habitude. Elle se dirigeait vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Elle cuisinait de la bouillie, du plantain frit, parfois de l'atiéké à la vapeur dans les petits bols qu'elle avait apportés de l'ancienne maison. La première fois qu'Aïcha entra dans la cuisine, téléphone à la main, fronçant les sourcils devant l'arôme. « Maman, l'odeur est un peu forte. Cette maison est fermée, pas comme dans la rue. » Maman sursauta. « Oh, je suis désolée. Maman va ouvrir la fenêtre. Mais j'ai une réunion en ligne. Si la maison sent comme ça, les gens vont penser qu'on vit dans une cantine, maman. » Elle rit légèrement, mais la phrase « sent comme une cantine » atterrit dans la poitrine de maman comme une pierre. Un autre jour, maman plia les vêtements du couple, ses mains tremblant légèrement avec l'âge. L'une des chemises de Moussa n'était pas parfaitement droite. Aïcha la ramassa, secoua la tête. « Maman, on ne plie pas les chemises comme ça ici. Trop froissées. À Cocody, on les repasse et on les suspend, on ne les plie pas comme au marché. » Maman baissa la tête. « Désolée, maman le refera. » Aïcha rit et prit une photo, l'envoyant à ses amis. Vivre avec des standards de village à Cocody, riant. Des émojis remplirent le chat, bien que maman ne les ait jamais vus. Elle entendit seulement les gloussements du salon et la voix calme de Moussa. « Ne taquine pas maman. Elle est sensible. » Progressivement, les repas de la maison changèrent. Plus de jollof de maman. Maintenant c'était des pâtes, de la salade, du steak. Aïcha embaucha une femme de ménage professionnelle, disant qu'il fallait laisser maman se reposer. Ça fait mauvaise impression si les gens disent qu'on l'a fait cuisiner à son âge. Mais personne ne demanda à maman si elle voulait se reposer. Cuisiner était sa vie. Être poussée hors de la cuisine, c'était comme être poussée hors de l'existence. Beaucoup de nuits, elle cuisinait discrètement un peu de riz nature, un peu de sauce, et le mettait de côté. Au cas où Moussa rentre tard et a faim, se disait-elle. Une nuit, Moussa rentra tard, renifla l'air. Oh, waouh! Cette odeur me manque. Maman a fait de la sauce. Ça fait si longtemps. Il mangea 2 bols pleins, inconscient qu'Aïcha se tenait dehors à la porte de la cuisine, bras croisés, fixant la marmite comme si c'était une intruse. Après cette nuit, Aïcha commença subtilement à conseiller Moussa sur la nourriture, sur l'image, sur comment les maisons à Cocody ne peuvent pas sentir l'huile de friture et les oignons tout le temps comme les quartiers pauvres. Moussa était occupé, réunions, contrats, investissements pesant sur lui. Il hocha la tête, distrait, manquant les petits changements dans son ton. Bien sûr, tout ce qui fonctionne. Tant que maman est à l'aise, disait-il toujours, comme un tissu fin couvrant une blessure qu'il ne voyait pas se former. Mais l'idée de pratique d'Aïcha consistait en réalité à éloigner maman pas à pas de la cuisine, du cœur de la maison, et finalement de son sentiment d'appartenance. D'abord vint le petit déjeuner. « Laisse la bonne cuisiner, maman. Tu devrais te détendre, » dit-elle doucement mais fermement, plaçant déjà les marmites et casseroles de maman sur l'étagère la plus haute. Puis vint l'odeur de la nourriture. Aïcha acheta des sprays d'ambiance trop puissants, vaporisant la maison chaque fois que maman faisait frire quelque chose.
La maison doit sentir le parfum, expliqua-t-elle. Pas l'huile de cuisson. Puis vinrent les plats. Maman aimait ces vieux bols, ébréchés mais encore utilisables. Pour elle, gaspiller de bonnes choses était un péché. Aïcha les vit et rassembla tout dans une boîte. Ils ont l'air trop pauvres, maman. Je t'ai acheté un nouvel ensemble brillant. Mais quand les nouveaux bols arrivèrent, maman n'osa pas les toucher. Elle avait peur de les casser. Peur d'entendre un autre commentaire. Maman n'est pas habituée aux choses de qualité. Ainsi, étrangement, plus la maison devenait neuve et belle, plus maman rétrécissait à l'intérieur, se retirant dans son propre petit coin, s'accrochant aux quelques vieux objets qu'elle gardait comme un souvenir qui s'efface. Moussa aimait sa mère. C'était vrai. Il la serrait toujours dans ses bras après le travail. Envoyait toujours de l'argent aux proches. Lui achetait toujours de bons médicaments. Mais entouré d'emails, de délais et de réunions, il commença à manquer des détails qui comptaient. La façon dont maman se levait silencieusement quand Aïcha critiquait sa nourriture. La façon dont elle hésitait à tendre un bol à quelqu'un, incertaine de sa place. Le soupir qu'elle laissait échapper quand elle passait devant la cuisine brillante et impeccable sans odeur de haricots, sans feuilles de bananier, sans attiéké fumant pour son fils. Il pensait, maman vieillit juste et devient sensible. Je l'emmènerai en retraite religieuse un jour et elle se sentira mieux. Il se rassurait. Mais dans cette maison, derrière ses murs blancs et ses sols polis de cocodie, des fils invisibles se brisaient un par un. Et tout commença par les plus petites choses. Un bol qualifié de « trop villageois ». Une marmite de sauce étiquetée « pas classe ». Un plat d'attiéké mis au réfrigérateur parce qu'il ne correspond pas à notre goût. Un seul petit changement suffisait à briser le cœur d'une mère. Depuis que maman avait emménagé avec eux pour ses vieux jours, Aïcha se moquait de ses vieux vêtements traditionnels, se moquait de sa nourriture de pauvre, se moquait de sa façon de marcher sans regarder. Au début, tout sonnait comme des blagues inoffensives. Maman, ce boubou, c'est de quand la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance ou quoi? Les yeux d'Aïcha glissèrent sur le tissu délavé et elle ricana. La mère d'un PDG s'habille comme une vendeuse d'attiéké dans la rue. Les gens vont penser que notre maison fait la charité pour les sans-abri. Elle éclata de rire après l'avoir dit, ses doigts faisant défiler son téléphone, ne prenant même pas la peine de regarder maman dans les yeux. Maman força un sourire, lissant les bords de son chemisier. Ce chemisier, mon fils me l'a acheté quand il a commencé à travailler. Je le porte pour me souvenir de ce jour. Oui, les souvenirs c'est bien, maman. Mais à Cocody, les gens ne s'habillent pas comme ça, répondit Aïcha doucement. Mais chaque mot ressemblait à du vinaigre qui coulait dans la poitrine de maman. Un autre jour, maman était dans la cuisine en train de cuisiner une grande marmite de sauce avec un peu de bœuf, du poisson séché, une pincée de crevettes écrasées, tout ce qu'elle savait que Moussa aimait depuis qu'il était écolier. Elle remuait soigneusement, l'odeur riche remplissant la cuisine en marbre impeccable. Des talons claquèrent derrière elle. Aïcha entra portant une robe moulante, téléphone pressé contre son oreille. Elle plissa le nez, agitant sa main comme pour chasser la fumée. Maman, cette odeur. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être au milieu du marché d'Adjamé. Pas à Cocody. Elle termina l'appel, se retourna et s'appuya contre le comptoir. Je t'ai déjà dit que cette maison doit maintenir un certain standard. L'odeur de sauce. L'odeur de friture. C'est l'odeur de la pauvreté, maman. Les gens viennent et sentent ça. Ils vont penser que le PDG de Cocody vit encore dans une cantine de rue. Maman recula instinctivement. Mais Moussa aime cette sauce. La dernière fois Aïcha la coupa, le sourire disparaissant. Moussa est un homme d'affaires maintenant, pas un garçon pieds nus d'un quartier pauvre. Maman doit le laisser vivre à son niveau. Maman se mordit la lèvre, avalant quelque chose de lourd. Elle murmura finalement, maman ouvrira la fenêtre. La prochaine fois, j'en ferai moins. Mais ce soir-là, quand Moussa rentra à la maison, il mangea quand même 2 bols pleins. Les yeux brillants comme un enfant qui retrouve son jouet préféré. Dehors, à la porte, Aïcha se tenait les bras croisés, silencieuse, son regard froid comme l'eau de pluie. Puis vint le problème de maman marchant sans regarder. La maison de Cocody était immense, avec des panneaux de verre reflétant la lumière du soleil et des sols en pierre polie jusqu'à ce que les pas résonnent. Maman, habituée au sol en terre battue et au sol rugueux et bruyant, essayait de son mieux de marcher doucement, mais elle était toujours en décalage. Un matin, Aïcha filmait une vidéo, un clip « La vie d'une femme de PDG » pour Instagram. Elle se tenait dans le salon, souriant largement, encadrée par un canapé blanc, un vase de fleurs importées, un tapis turc. Juste à ce moment-là, maman passa derrière elle, portant un balai, petit et courbé, entrant accidentellement dans le cadre.
Aïcha arrêta instantanément l'enregistrement et se retourna brusquement. Maman, mon Dieu, pourquoi tu ne regardes pas où tu marches? J'enregistre du contenu pour les réseaux sociaux. Si les gens voient ça, ils vont penser que cette maison a une vieille domestique. Maman sursauta de choc, le balai glissant de sa main. Oh, je suis désolée. Je ne savais pas. À la maison je marche n'importe où. Ce n'est pas à la maison ici, maman, dit Aïcha, sa voix tranchante comme la glace. Ici, chaque pas doit être présentable. Je ne veux pas que quelqu'un pense que la mère du PDG ressemble à une femme de ménage. Les mots frappèrent comme une gifle invisible. Maman se pencha pour ramasser le balai, sa main tremblante. Dorénavant, maman, avant de marcher n'importe où, fais-le-moi savoir, ajouta Aïcha, son ton redevenant doux. Pour que je puisse me préparer. Cette maison a besoin d'ordre. Maman hocha la tête. Ordre. À partir de ce moment, elle marcha moins. Resta plus dans sa chambre. Ne sortait que lorsqu'elle était sûre qu'il n'y avait pas de téléphone en train d'enregistrer, pas de caméra, pas d'image à déranger. Jour après jour, les mots d'Aïcha ne meurtrirent pas sa peau, mais meurtrirent son cœur. Nourriture de pauvre, vêtements de village, odeur de pauvreté, marcher sans regarder. Chaque mot qu'Aïcha laissait tomber était comme une aiguille, trop petite pour tuer instantanément, mais assez tranchante pour déchirer un cœur avec le temps. Et Moussa, il était comme beaucoup d'hommes d'Abidjan, pris entre les mains chaudes et calleuses de la mère qu'il avait élevée, et l'étreinte douce et parfumée d'une épouse citadine moderne. Chaque fois que maman mentionnait une petite plainte comme « Aïcha n'aime pas l'odeur de ma nourriture ». Peut-être que je devrais cuisiner moins, Moussa lui tapotait l'épaule doucement et riait. « Oh, maman, ma génération est différente. Ne prends pas ces commentaires au sérieux. J'aime toujours ta nourriture. La prochaine fois, cuisine pour moi séparément, d'accord ?» Et il s'arrêtait là. Il ne demandait jamais « Qu'a-t-elle dit exactement ? Comment t'es-tu senti ?» Il ne regardait jamais plus profondément dans les yeux de sa mère qui s'éteignaient, où le chagrin s'asseyait tranquillement comme un nuage refusant de se dissoudre. Il était occupé en réunion, occupé à pitcher aux investisseurs, occupé à répondre aux emails de New York et Londres. Il ne réalisait pas que certaines choses, si on est trop occupé pour les remarquer, seront un jour trop tard pour être sauvées. Maman comprenait. Elle comprenait le sentiment d'être un fardeau. Toute sa vie, elle s'était entraînée à se rapetisser pour que le monde autour d'elle puisse rester confortable. Alors au lieu de se plaindre, elle s'adapta. Elle se réveillait plus tôt, cuisinait de plus petites portions, utilisait le réchaud du fond, ouvrait toutes les fenêtres pour laisser l'odeur s'échapper, lavait les vêtements dans la cour arrière, évitant la corde à linge d'Aïcha, choisissait des boubous moins colorés, pensant que cela la ferait paraître moins villageoise. Mais pour Aïcha, chaque effort n'était jamais suffisant. Un après-midi torride d'Abidjan, la chaleur vibrant dans l'air, maman était assise dans la cuisine, se rafraîchissant doucement avec un éventail en feuilles de palmier. Elle pensait à Moussa, se souvenait de la façon dont il mangeait l'attiéké avec ses mains, du piment sur ses lèvres, souriant de tout son visage. « Il rentrera tôt aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Laisse maman lui cuisiner un bol de riz chaud, un peu de sauce, un peu de bœuf. Il a dit que ma nourriture lui manquait. » Cette pensée réchauffa son cœur comme le fourneau à charbon sous le cuiseur vapeur d'attiéké il y a des années. Elle tria le riz, choisissant les grains les plus blancs, coupa du bœuf, fit frire des oignons, versa de la purée de tomates. L'odeur s'éleva, riche et rouge comme les couchers de soleil sur les toits en tôle du vieux quartier. Le bol était prêt. Du riz blanc et doux, une sauce rouge épaisse dessus, des morceaux de bœuf disposés soigneusement. Maman plaça le bol sur un plateau, essuya le bord proprement, et porta doucement le tout dans la salle à manger. La lumière du soleil frappa le riz fumant comme une petite bénédiction de Dieu. Oui, c'est bon. Mon fils va adorer, murmura-t-elle. Juste à ce moment-là, des talons claquèrent fortement sur le sol en pierre. Aïcha descendit les escaliers, sa robe moulant sa silhouette, cheveux impeccables comme si elle venait de sortir d'un salon de coiffure. Elle s'arrêta, ses yeux se posant sur le bol dans les mains de maman. Une seconde de silence passa. Puis ses lèvres se courbèrent, pas de bonheur. Maman, qu'est-ce que c'est ? Sa voix était si froide que même la cuillère en argent sur le plateau sembla trembler. Du riz, je l'ai fait pour Moussa, il a dit. Maman, tu as cuisiné ça pour Moussa ? Aïcha haussa un sourcil. Du riz blanc et de la sauce rouge. Ça ressemble à de la nourriture d'un maquis de bord de route. Maman se figea, le sourire sur ses lèvres s'effondrant. Mais il a grandi en mangeant ça. Il a dit que ça lui manquait. Aïcha rit fort, l'écho résonnant dans la pièce spacieuse. Mon Dieu, maman. Imagine si ses partenaires ou clients entrent et voient le PDG manger de la nourriture de pauvres.
Ils vont enregistrer ça et le poster en ligne. Le PDG de Cocody mange encore de la nourriture de village. Tu imagines l'embarras? Elle s'avança, chaque pas comme enfonçant un autre clou dans le sol. Maman, je t'ai dit que cette maison a besoin d'une image. Ce genre de nourriture appartient aux souvenirs, pas sur la table à manger à Cocody. Maman ouvrit la bouche, voulant expliquer, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Laisse-moi nettoyer ça, dit Aïcha, tendant déjà la main vers le bol. Maman, s'il te plaît, laisse-le jusqu'à ce que Moussa. Mais Aïcha n'attendit pas. Elle arracha le bol des mains de maman. La céramique claqua bruyamment contre le plateau. Quelques grains de riz se dispersèrent sur le sol, roulant comme des dents de lait tombant de la bouche d'un enfant. Maman tendit instinctivement la main, mais il était trop tard. La jeune épouse, élégante dans sa robe chère, marcha droit vers la salle de bain, talons frappant le sol en battements froids et délibérés. Maman resta figée, main toujours tendue comme une statue abandonnant le mouvement. « Aïcha, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix se brisa, à peine audible. « Je jette juste les ordures, maman, » répondit Aïcha sans se retourner. La porte de la salle de bain s'ouvrit. L'obscurité attendait à l'intérieur. La silhouette d'Aïcha disparut à travers elle. Quelques secondes plus tard, un seul son résonna dans la maison. Tranchant, impitoyable, déchirant l'illusion d'élégance et de paix que la maison prétendait avoir. Le son du repas qu'elle avait cuisiné jeté directement dans les toilettes. La porte s'ouvrit. Moussa entra, épuisé après une réunion tendue. Sa cravate était desserrée, les 2 premiers boutons de sa chemise défaits, l'ordinateur portable sur son épaule semblant être une autre pierre qu'il devait porter à travers la journée. La climatisation de la voiture venait juste de s'éteindre. La chaleur de fin d'après-midi d'Abidjan se précipita, se mélangeant à la faible trace de Cologne qu'il avait vaporisée ce matin, maintenant rien de plus que l'odeur de la fatigue. Il enleva ses chaussures en cuir et passa le seuil de la porte, les doigts remontant vers les boutons de son costume par habitude. Son esprit était encore emmêlé dans les chiffres, les délais et les mots d'un investisseur. Nous devons voir de la croissance. Pas juste une histoire touchante sur le quartier pauvre d'où vous venez. Il avait souri, répondu avec son habituel ton confiant de PDG, mais maintenant avec la porte d'entrée fermée derrière lui, cette armure tomba, ne laissant que Moussa, le fils de la femme qui autrefois se tenait sous la pluie à vendre de l'attiéké pour qu'il puisse avoir cette vie. Il prit une profonde inspiration. La maison était étrangement silencieuse. D'habitude à cette heure, maman serait dans la cuisine, une main sur la louche, l'autre essuyant la sueur de son front, appelant « Moussa, tu manges aujourd'hui ?» Maman a fait de la sauce fraîche. Et Aïcha serait dans le salon ou sur les escaliers, bavardant au téléphone, son rire résonnant dans la maison comme des carillons de verre. Mais ce soir, Moussa n'entendit aucune cuillère taper une marmite, ne sentit pas d'oignons frits, pas d'huile chaude, pas de sauce rouge, le parfum de son enfance. Il n'y avait qu'un seul son venant du bout du couloir. Glou, glou, glou. Le son de l'eau tourbillonnant. Puis le bruit métallique aigu d'une chasse d'eau, comme quelqu'un pinçant un air dans son cerveau. Juste après vint un rire. Pas le rire facile et détendu qu'on laisse échapper devant une histoire drôle à la radio, mais un rire court, sec, tranchant, comme des éclats de verre qui grattent ensemble. Moussa se figea dans le couloir. Un frisson étrange lui parcourut l'échine, plus froid que la chaleur dehors n'était chaude. Il posa son ordinateur portable sur le banc près de la porte, ne prenant pas la peine d'enlever sa veste de costume. Sa main se resserra autour de la poignée, puis la lâcha. Son cœur battait plus vite, non pas à cause de présentation ou de délai, mais à cause d'un très vieux sentiment, celui qu'il avait enfant quand il rentrait à la maison en courant et ne voyait pas maman dans la cuisine où elle aurait toujours dû être. Maman, voulut l'appeler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La chasse d'eau s'arrêta, lourde, finale. Un silence court et épais suivit. Puis il entendit des talons au claquer sur le sol en pierre, un rythme qu'il pouvait reconnaître dans une foule. Aïcha. Il marcha vers l'arrière de la maison, chaque pas plus lourd que le précédent. Le couloir était bordé de pierres polies, des tableaux accrochés des 2 côtés, des lampes murales de style européen diffusant une lueur dorée et chaude. Tout était exactement en accord avec l'image de PDG de Cocody qu'il avait construite. Mais sous cette lumière chaude, quelque chose n'allait pas. L'air était dense avec l'odeur chimique forte de nettoyant pour salle de bain mélangée à une autre odeur qu'il connaissait très bien, mais n'avait pas encore complètement enregistrée. Quand il tourna le coin, la vue devant lui le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Aïcha se tenait près de la porte de la salle de bain, une main sur le cadre, l'autre sur sa hanche, sa robe moulant son corps, ses cheveux bouclés reposant parfaitement sur ses épaules. Elle inclina un pied, utilisant la pointe de son talon haut pour presser le levier des toilettes à nouveau, comme si c'était un jeu. Dans ce bref moment, quand l'eau tournoya,
Moussa le vit. Le bol en céramique de maman, celui qu'elle utilisait toujours. À l'intérieur, la traînée rouge de sauce, quelques grains de riz blanc tourbillonnant dans l'eau sale, tournant, étant entraînés vers le bas comme des souvenirs délibérément effacés. Le bruit de l'eau des toilettes était fort, tranchant et assez froid pour trancher tous les autres sons de la maison. Maman était appuyée contre le mur opposé. Son corps replié sur lui-même, jusqu'à ce qu'elle semble moitié moins grande. Sa main ridée agrippait le bord du mur, les jointures pâles. Ses yeux étaient rouges, les bords humides, comme si elle avait lutté contre les larmes, ayant peur de causer des problèmes. Moussa resta immobile. Pendant quelques secondes, le temps se brisa en morceaux. Un morceau était le bol de riz. Un morceau était la main tremblante de maman. Un morceau était le petit sourire tordu d'Aïcha. Et un morceau était le souvenir d'un petit garçon assis au bord d'une route poussiéreuse, mangeant des morceaux d'attiéké que sa mère lui tendait, savourant chaque bouchée comme si c'était de la nourriture pour un roi. L'odeur qu'il reconnut finalement, des tomates cuisinées avec des piments, avec des oignons, avec du bœuf, était maintenant noyée sous l'odeur forte du nettoyant pour toilette. D'un côté, l'enfance. De l'autre, l'image de luxe que quelqu'un avait dit qu'il devait incarner. Il pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Boum boum. Comme des tambours d'église lors d'un service du dimanche. « Oh, tu rentres tôt » dit Aïcha, se tournant vers lui, sa voix légère comme si rien ne s'était passé. « Je faisais juste un peu de nettoyage. La maison doit rester bien rangée, n'est-ce pas ?» Le mot « nettoyage » sortit de sa bouche, doux comme de la mousse, mais poignarda les oreilles de Moussa comme de l'acier. Il la regarda, puis regarda les toilettes, où de petites bulles de savon flottaient encore à la surface de l'eau fraîchement tirée. Dans son esprit, une autre image surgit. Maman dans l'ancienne maison lavant de bons marchés-bols en céramique à la main, sous un robinet qui fuyait, murmurant des prières. « Dieu, s'il te plaît, laisse mon fils avoir assez à manger chaque jour. » Il avala, sa gorge déserte et sèche. Que vient-il de se passer? Moussa n'avait jamais entendu sa propre voix sonner comme ça auparavant. Basse, rauque et presque méconnaissable, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Ses yeux descendirent vers les chaussures d'Aïcha, toujours reposant sur le levier des toilettes. Les tendons sur le dessus de son pied se dessinaient sous la police. Aucune hésitation, aucun regret. Il se tourna et ses yeux rencontrèrent ceux de maman. En eux se trouvait tout un océan retenu. Honte, douleur, auto-accusation et peur. La peur d'une vieille femme réalisant qu'elle pourrait être un fardeau dans la maison de son propre enfant. « Maman » voulut dire Moussa. Mais une autre question monta plus vite, plus chaude, comme du fer tiré directement du feu. L'eau des toilettes s'était calmée. La maison était à nouveau silencieuse, mais c'était le genre de silence qui suit la foudre. Sa poitrine était serrée, comme s'il ne parlait pas, il allait exploser. « Aïcha, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Moussa se brisa. « J'apprenais une leçon à ta mère. » Aïcha agita sa main, ses ongles rouges brillant sous les lumières de la salle de bain, comme de minuscules traînées de sang. « Cette maison n'est pas un endroit pour que les pauvres apportent leur sale nourriture de village. » Les mots « pauvres »,« nourriture de village » frappèrent le sol carrelé blanc comme des pierres jetées dans l'eau calme, éclaboussant la saleté sur les trois personnes qui se tenaient là. Les oreilles de Moussa sonnèrent. Il fixa Aïcha comme si elle était une parfaite étrangère. La femme qu'il avait épousée, la femme qu'il protégeait, la femme qu'il avait amenée dans cette maison, se tenait maintenant devant les toilettes qui venaient d'avaler le bol de nourriture que sa mère avait préparé, parlant de pauvres comme si elle décrivait de la moisissure sur un mur. Il se tourna vers maman. « Maman !» Sa voix se brisa. « Depuis combien de temps ça dure ?» Maman tressaillit comme quelqu'un secoué d'un cauchemar auquel elle essayait de s'habituer. Elle secoua la tête, ses lèvres se tordant en un sourire brisé, le genre qu'elle utilisait chaque fois qu'elle essayait de rassurer son fils. « C'est juste. Maman voulait cuisiner pour toi. Ce n'est rien, mon fils. Maman a juste un peu dérangé ta maison. » Elle se pencha, essayant de ramasser quelque chose du sol, mais il ne restait rien à ramasser. Seulement un vieux chiffon dans sa main, maintenant taché par l'eau sale qui avait éclaboussé, laissant une marque gris-brun. Ses mains ridées étaient tachetées de rouge par la chaleur et l'âge, tremblant fort. Moussa vit tout. Il attrapa son poignet et sentit la froideur de sa peau, un froid qui n'appartenait pas à une femme qui avait passé toute sa vie debout au-dessus de vapeurs chaudes et de feux ouverts. « Maman !» Il resserra sa prise, ayant peur que s'il lâchait, elle pourrait disparaître dans le mur derrière elle. « Tout va bien » dit maman à nouveau. Pour la deuxième fois, les yeux dérivants. « C'est juste que maman n'est pas habituée à ce mode de vie. Maman a fait des choses mal. Ta femme m'a juste rappelé un peu. » « Rappelé ?» La voix de Moussa sombra, basse.
Dangereuse. Un rappel, c'est jeter la nourriture de ma mère dans les toilettes et la chasser avec ton pied. L'air dans la salle de bain s'épaissit, étouffant. Aïcha posa une main sur sa hanche et rit. Un rire cassant comme du verre qui tape du verre. N'exagère pas tout. C'était juste un bol de riz. Un bol. Tu sais combien coûte cette maison? Tu sais qui tu invites à manger ici? Des partenaires, des investisseurs, des internationaux. Et ta mère continue de cuisiner ses repas de pauvreté et de les mettre sur la table comme si on gérait un maquis de bord de route. Elle pointa vers la cuisine comme si elle présentait la preuve d'un crime. J'apprends à ta mère que ce n'est pas un bidonville. C'est Cocody. Tu veux protéger ton image ou tu veux que les gens filment, le PDG mange de la nourriture de pauvres cuisinée par sa mère villageoise, et le poste en ligne. Une vague de chaleur surgit dans la poitrine de Moussa, remontant dans sa gorge. Il se souvint des nuits où il rentrait tard, voyait une petite marmite de sauce sur le fourneau. Maman assise tranquillement dans le coin, demandant « Tu as mangé aujourd'hui ?» Il se souvint avoir mangé quelques bouchées pressées en étant fatigué, inconscient des yeux qui le regardaient avec espoir. Il avait pensé que c'était juste de l'amour. Il ne connaissait pas le prix derrière chaque marmite de sauce. Les insultes, les réprimandes, le rejet de la cuisine qui avait autrefois été son monde. Il avala difficilement. « Maman » dit-il, les yeux verrouillés sur elle. Est-ce la première fois qu'Aïcha fait ça? Maman resta silencieuse. Son sourire forcé s'estompa comme une peinture à l'aquarelle barbouillée par la pluie. Elle regarda le sol. Une traînée d'eau sale était encore sur sa jambe, menant jusqu'aux toilettes. Clairement, elle avait essayé d'arrêter Aïcha, essayé de sauver le bol avant qu'il ne soit jeté comme des ordures. « Dis-moi la vérité, maman. » Maman agrippa le chiffon plus fort, les doigts s'enfonçant dans le tissu. « Mon fils, maman ne veut pas t'inquiéter. Tu travailles déjà trop dur, les choses dans la maison. Laisse vous deux gérer. Maman. » La voix de Moussa se brisa comme un fouet. Est-ce la première fois qu'Aïcha te manque de respect comme ça? Les yeux de maman se remplirent comme si quelqu'un tournait une valve à l'intérieur. Non, murmura-t-elle, la voix à peine audible, mais ce n'était que des mots. Maman peut endurer. Les gens ont des points de vue différents. Maman vient du village. Je le sais. Tu vois? Intervint Aïcha, agitant sa main. Même ta mère l'admet. J'aide juste à se mettre à jour pour ce niveau de vie. Tu ne peux pas être un PDG du futur pendant que ta mère est coincée dans le passé. La dernière phrase sortit tranchante comme une lame. Toute la maison devint immobile. Le ventilateur au plafond, la climatisation, les voitures dehors. Tout devint silencieux jusqu'à ce que le seul son restant soit le cœur de Moussa qui tonnait dans ses oreilles. Il regarda maman. Elle était si petite qu'elle disparaissait presque dans le mur. Ses mains assombries par le soleil tremblaient dans son chiffon, celui qu'elle avait essayé d'utiliser pour effacer son humiliation, toujours dégoulinant d'eau des toilettes. Deux images se superposèrent dans la tête de Moussa. Maman à côté d'une marmite d'attiéké fumante dans une ruelle poussiéreuse, la sueur sur ses joues, appelant « Moussa, mange pour pouvoir aller à l'école ». Et maman ici, fixant la cuvette des toilettes qui avait avalé sa nourriture. Quelque chose se brisa en lui. Pas la patience, pas le rôle de mari ou de PDG, mais l'illusion qu'il pouvait se tenir entre sa mère et cette femme. Il n'y avait plus d'entre-deux. Aïcha. Sa voix déchira la maison. Pas la voix du dirigeant calme qui parlait doucement dans les salles de conseil, mais la voix du petit garçon qui se tenait autrefois sous la pluie en serrant la main de sa mère, criant sur un commerçant qui refusait de leur vendre à crédit. « J'étais pauvre. » Il s'avança, les yeux brûlants. « Elle m'a nourri avec la même nourriture que tu viens de jeter dans ses toilettes. » Son cri rebondit sur les murs, les carreaux, les miroirs, secouant la maison qui autrefois se targuait d'élégance. Maman sursauta, les larmes débordant, finalement incapable de les retenir. Elle n'avait jamais entendu son fils crier comme ça. Pas pour l'argent, pas pour les affaires, pas pour la fierté, mais pour un bol de riz qu'elle avait cuisiné. Aïcha recula, non par peur, mais par choc. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle était habituée au Moussa doux et raisonnable, qui faisait toujours des compromis pour garder la paix. Mais cet homme, les yeux rouges, les mains tremblantes de colère, la voix se brisant de chagrin, était quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. « Tu cries pour un bol de riz. » Elle ricana faiblement, mais sa voix vacilla à mi-chemin. Moussa ne répondit pas. Il resserra seulement sa prise sur la main de maman. Une déclaration à toute la maison. Aux toilettes brillantes qui avaient dévoré son travail. À la femme qui pensait pouvoir effacer son passé. Certaines choses peuvent être jetées. Mais certaines choses, s'il permettait à quiconque de les piétiner, il ne serait plus lui-même.
Aïcha essaya de se défendre, sa voix forçant un calme qui commençait déjà à trembler. Je veux juste que la maison ait l'air plus classe. Ta mère. Assez. Moussa la coupa. Son cri trancha l'air étouffant de la salle de bain brillante comme un couteau. Le son rebondit sur les carreaux blancs, le miroir, les gouttes de la pomme de douche. Pour la première fois depuis leur jour de mariage, Aïcha se tut. Moussa prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de repousser la colère montante dans sa gorge. Il se retourna, sa veste de costume coûteuse de travers, sa cravate complètement desserrée, mais il ne prit pas la peine de les arranger. À ce moment-là, il n'était pas le PDG d'une start-up louée. Il était juste un fils debout dans une salle de bain, face à face avec les deux femmes les plus importantes de sa vie. Réalisant qu'il avait permis à l'une d'elles d'avoir son cœur écrasé dans la maison qui portait son nom. Sans dire un autre mot à Aïcha, Moussa tomba soudainement à genoux. Il s'agenouilla là, sur le sol de la salle de bain où l'eau sale scintillait encore faiblement, où quelques instants auparavant le riz de sa mère avait tourbillonné et disparu. Ses genoux frappèrent le carrelage. Le tissu de son pantalon coûteux se plissa, s'enfonçant dans le sol dur et froid. Il leva la tête et regarda droit vers maman. Elle se figea, confuse. Toute sa vie, elle avait été celle qui s'agenouillait devant l'autel à l'église, près des lits d'hôpital, priant pour que son fils survive à une fièvre, devant les portes des créanciers, demandant juste une semaine de plus. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour son fils s'agenouillerait devant elle. Les mains fortes d'un homme adulte se levèrent et prirent ses mains ridées et âgées. « Maman » commença Moussa, sa voix se brisant comme du verre qui heurte le sol. « Je suis désolé. » Il inspira profondément. Le mot suivant semblait coincé dans sa poitrine, arraché morceau par morceau. « J'ai laissé vivre dans la peur dans ma propre maison. » Le mot « ma » atterrit lourdement. C'était sa maison, à son nom, achetée avec son argent. Il l'avait choisie, meublée, sélectionné chaque surface polie à l'intérieur. C'était lui qui l'avait amené ici avec la promesse. Tu seras prise en charge. Tu pourras te reposer. Mais maintenant, regardant sa main s'accrochant au mur, le chiffon humide et sale dans sa prise, ses yeux fuyants. Il réalisa que chaque mur impeccable, chaque carreau brillant, chaque lumière jaune chaude était devenu un témoin de la peur silencieuse de sa mère. Maman essaya de retirer ses mains, mais Moussa s'accrocha. Non, maman, laisse-moi finir. Ne te détourne pas de moi. Ses yeux étaient injectés de sang, des veines visibles le long de son cou. Je pensais que tant que je gagnais assez d'argent, te donner une meilleure maison, de meilleurs médicaments, de meilleurs hôpitaux, que j'avais fait mon devoir de fils. Je croyais ça. Alors j'ai fermé les yeux sur les petites choses qui n'étaient pas petites pour toi du tout. Il avala, les souvenirs frappants comme des couteaux. Maman doit cuisiner moins. Ma belle-fille n'aime pas l'odeur. Maman marchera plus lentement. Je ne veux pas gâcher ton image. Je suis vieille. Je peux vivre n'importe comment, tant que vous deux êtes heureux. À l'époque, il en avait ri, pensant que c'était juste de mignons sacrifices d'une mère aimante. Maintenant, il voyait chaque phrase pour ce qu'elle était vraiment, un drapeau rouge. Et il avait franchi chacun sans s'arrêter. Maman. Sa voix descendit plus bas. J'aurais dû le voir plus tôt. La première fois qu'Aïcha a osé appeler ta nourriture « nourriture de pauvre », j'aurais dû l'arrêter. La première fois qu'elle s'est moquée de ton chemisier, j'aurais dû dire que c'est le chemisier que j'ai acheté à ma mère avec mon tout premier salaire. Mais je suis resté silencieux. J'ai laissé les mots passer, comme s'ils n'étaient pas assez importants pour que je parle. Il laissa échapper un rire amer et brisé. Je suis vif avec les investisseurs. Je défends mes plans devant le conseil d'administration. Je me dispute avec les concurrents sur le marché, mais je n'ai pas eu assez de courage pour défendre ma propre mère. Devant ma propre femme. La poitrine de maman se souleva et retomba. « Mon fils » murmura-t-elle. « Je ne te blâme pas. Je ne voulais juste pas que tu sois coincé entre deux femmes. Je suis vieille. Tu dois penser à ton avenir, l'avenir de ta femme. Mais si le prix de cet avenir est l'humiliation de ma mère comme ça. » Moussa jeta un coup d'œil vers les toilettes où l'eau était à nouveau claire mais sentait toujours fortement les produits chimiques. « Alors ce n'est pas un avenir, maman. C'est une trahison avec une adresse chic. » Un lourd silence s'installa. Aïcha s'appuya contre le cadre de la porte, bras croisés fermement sur sa poitrine, mâchoire serrée. Elle voulait dire « Tu vas trop loin ». Ou « Je ne le pensais pas comme ça ». Ou lui rappeler que ses parents étaient trop pauvres pour comprendre le monde dans lequel ils vivaient maintenant. Mais chaque version de cette phrase, peu importe comment elle la tournait, était encore un autre couteau, et cette pièce avait déjà assez de sang. Elle entendit ses propres mots lui revenir en écho. Cette maison n'est pas un endroit pour que les pauvres apportent leur sale nourriture de village. Quand elle l'avait dit,
elle s'était sentie puissante, comme si elle établissait des limites. Maintenant, regardant l'homme dont elle se vantait autrefois s'agenouiller devant sa mère, elle réalisa que certains mots, une fois libérés, ne peuvent jamais être repris. Ils restent dans l'air, s'enfoncent dans les murs, dans le sol, dans la mémoire de tous ceux qui les ont entendus. Même si l'orateur dit plus tard, « Je ne le pensais pas comme ça ». La coupure est déjà là. Maman regarda son fils agenouillé devant elle et son cœur se serra. « Moussa, lève-toi. Tu es un homme, le chef de la maison. Comment peux-tu être à genoux sur un sol de salle de bain comme ça? Si les gens te voyaient, ils se moqueraient de toi. Laisse-les se moquer. » Moussa secoua la tête, serrant ses mains plus fort. « Si quelqu'un devrait avoir honte aujourd'hui, c'est moi. Je suis celui qui t'a laissé être humilié dans ma maison. » Une goutte d'eau tomba sur le dos de la main de maman. Elle pensa que c'était de ses cheveux, mais une deuxième goutte atterrit. Puis une troisième. Elles étaient chaudes. Moussa pleurait. La dernière fois qu'elle l'avait vu pleurer, c'était quand il avait 10 ans. Le jour où son père était mort dans un accident de camion sur l'autoroute. Après cela, Moussa avait appris à se mordre la lèvre, à avaler les larmes, à être un homme comme les autres hommes du quartier. Endurer, rester silencieux, persévérer. Maintenant, ce même homme avec toute une entreprise, avec des centaines d'employés, laissait ses larmes couler comme un enfant au pied de sa mère. « Maman », sa voix se brisa. « Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais souhaité avoir fait plus attention à toi. Remarquer chaque petit changement dans tes yeux, chaque fois que tu restais silencieuse plus longtemps que d'habitude. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Il ne me reste qu'une chose que je peux faire pour m'assurer que pas un jour de plus ne passe avec toi ayant peur dans ma maison. » Maman voulait dire « Je n'ai pas peur. » Mais elle savait que ce serait un mensonge. Elle avait eu peur. Peur d'être un fardeau. Peur d'être appelée villageoise, dépassée, pas assez classe. Peur de faire choisir son fils. Peur chaque fois que les talons d'Aïcha claquaient dans le couloir. Peur de l'odeur de sa propre cuisine. Peur qu'elle soit jugée indigne de cette maison. Elle avait vécu avec cette peur silencieusement chaque jour. N'osant le dire à personne, pas même à Dieu, parce qu'elle avait honte de sa propre douleur. Et maintenant, juste devant ses yeux, son fils le voyait. Il voyait le chiffon mouillé, les mains tremblantes, le bol manquant, les fissures invisibles en elle. « Maman, je suis désolée. » Moussa répéta comme une prière. « Je te promets, tu n'auras plus jamais à baisser la tête dans cette maison. Pour personne. Pas même pour ma femme. » Maman essaya de se stabiliser, essaya de sourire, essaya de dire « C'est bon, mon fils. Ça passera. » Mais les mots ne sortirent pas. Quelque chose d'autre vint d'abord. Un sanglot étouffé, puis un autre, et un autre. Ses épaules commencèrent à trembler. La main qu'il tenait serra plus fort, s'accrochant à lui comme la seule bouée de sauvetage dans une rivière déchaînée. Ses vieux cils durcis par des années de poussière de route et de fumée de cuisine ne pouvaient plus retenir le déluge. Les larmes débordèrent, coulant le long des rides profondes de son visage, s'accumulant à ses lèvres tremblantes. Maman s'effondra et pleura. Ce n'étaient pas les pleurs silencieux et humiliés qu'elle avait faits dans son oreiller la nuit en écoutant le couple rire dans le salon. Ce n'étaient pas les pleurs d'une pauvre femme se sentant déplacée dans une maison riche. C'étaient les pleurs d'une mère qui, après tout ce temps, était enfin vraiment vue par son enfant. Moussa se leva. Ses jambes semblaient 2 fois plus lourdes alors qu'il les poussait du carrelage froid. Ses genoux palpitaient encore, mais cette douleur n'était rien comparée à ce qui montait dans sa poitrine. Il se tourna vers Aïcha. Quand il parla, sa voix sonnait étrangement calme. Mais sous ce calme se trouvait une fine couche de glace recouvrant la lave en fusion. « Aïcha, » dit-il, chaque mot atterrissant clairement. « J'ai supporté beaucoup. Beaucoup. » Il jeta un coup d'œil vers le salon comme s'il voyait à travers les murs, revivant chaque fois qu'elle avait crié sur la femme de ménage, plissé le nez à l'odeur de sauce, ou ricanant quand maman laissait accidentellement tomber un verre. « J'ai supporté que tu aimes le luxe, que tu aimes l'image, que tu veuilles vivre comme ces femmes de PDG sur Instagram. » Sa main se referma en un point, les jointures devenant blanches. « J'ai supporté que tu appelles mon anglais « bon marché », que tu appelles ma pensée « villageoise. » Même quand tu m'as dit de réduire l'envoi d'argent à ma famille pour qu'on puisse se concentrer sur l'avenir, je suis resté silencieux parce que je me disais que c'était une différence générationnelle, des origines différentes. Il fit une pause, les yeux verrouillant les siens. « Mais quiconque manque de respect à ma mère, la femme qui m'a donné la vie, ne peut pas rester. Dans cette maison. » La salle de bain sembla rétrécir. Les murs lisses, le grand miroir, les lumières halogènes chaudes, tout perdit son élégance et devint les murs d'une boîte remplie d'air prêt à exploser. Aïcha se figea, ses lèvres s'écartant,
mais aucun mot ne sortit pendant plusieurs secondes. Tu. Elle réussit finalement, puis avala difficilement. Tu me mets dehors. Le mot « mettre dehors » résonna dans l'air, se fracassant directement dans ses propres oreilles, sonnant si brutal qu'elle repoussa immédiatement. Tu es fou, Moussa? Sa voix grimpa soudainement. Cette maison est à nous. Je suis ta femme. Sans moi, tu n'aurais pas l'image que tu as aujourd'hui. Tous ces événements, toutes ces fois où je me tenais à côté de toi, tout le branding que j'ai fait pour toi. Tu as oublié ça? Elle s'avança vers lui, ses talons frappant le carrelage comme des coups de ponctuation. Pour un bol de riz. Tu veux me retirer de ta vie? Moussa ne bougea pas. Son regard était si stable qu'il la déstabilisa. Il n'y avait plus de rage explosive. Plus de veines pulsantes. Juste une certitude froide, le genre qui vient d'une décision prise au plus profond avec aucun retour possible. Ce n'est pas à propos d'un bol de riz, répondit-il. C'est à propos de la façon dont tu as regardé ma mère comme des ordures. La façon dont tu as utilisé les mots « pauvre » dans la maison même payée par les mains calleuses que tu insultes. La façon dont tu as piétiné mes souvenirs et appelé ça une leçon. Il hocha le menton vers les toilettes. Tu n'as pas juste jeté de la nourriture. Tu as jeté le dernier brin de respect que j'avais encore pour toi. Aïcha laissa échapper un rire bas et amer, un mélange de douleur et de fierté. Et moi alors? Elle enfonça un doigt dans sa propre poitrine. Tu sais combien j'ai abandonné pour être avec toi? Mes amis se sont moqués de moi pour avoir épousé un « nouveau riche ». Elles ont dit que j'étais folle d'épouser un homme qui a grandi dans les bidonvilles, mais je t'ai quand même choisi. Et maintenant tu te tiens là et tu me dis que je ne respecte pas tes racines. Elle leva le menton. Tu parles bien, Moussa, mais sois honnête. Si tu t'étais accroché à ce passé pauvre, serais-tu même là où tu es aujourd'hui? Moussa resta silencieux. Pendant un moment, il put voir son ancien lui. La version de lui qui aurait entendu ces mots et choisi de les avaler. Choisi de prétendre que rien ne s'était passé. De promettre à maman la prochaine fois, et de se dire « je dois équilibrer. Je dois être flexible ». Mais ce moment passa. Tout comme le riz qui venait de descendre dans les toilettes. « Aïcha, dit-il lentement, clairement, je me souviendrai toujours des bonnes choses que tu as faites. Je ne les nierai pas. Mais chaque événement, chaque costume, chaque photo ne signifie rien s'ils se tiennent au-dessus de l'humiliation de ma mère. » Il inspira, puis prononça la phrase comme un verdict. Une personne qui ne respecte pas les racines ne peut pas construire une famille. Pas avec moi. L'air se brisa dans la tête d'Aïcha. Ces mots rejouèrent encore et encore comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton répétition. Ne respecte pas les racines. Ne peut pas construire une famille. Alors c'est ton choix, dit-elle doucement, sa voix soudainement plus basse. Tu choisis ta mère et tu jettes ta femme. Moussa secoua la tête. Je choisis ce qui est juste. Si tu avais respecté ma mère, tu ne m'aurais pas mis dans une position où je devais choisir. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Aïcha. Peut-être du regret, peut-être de la douleur, peut-être juste de la fierté blessée, mais ça clignota et disparut comme tout le reste dans la vie rapide et brillante qu'elle s'était construite. Elle se redressa. Bien, dit-elle, pressant chaque mot. Tu me veux partie? Je vais partir. Cocody ne manque pas d'hommes qui réussissent. C'était sa dernière ligne de défense. Tranchante, toxique, et désespérément essayant de ne pas sembler brisée. Elle se retourna. Ses talons martelèrent le couloir. Chaque pas comme un point d'exclamation en colère. En passant devant maman, elle ne la regarda pas. Les yeux de maman la suivirent tranquillement, pleins de douleur, d'inquiétude et d'une étrange légèreté. Légèreté parce que son fils avait finalement pris son parti. Douleur parce qu'elle regardait un mariage pour lequel elle avait prié d'innombrables nuits, se déchirer devant elle. Aïcha, appela maman, sa voix tremblante. La jeune femme s'arrêta une demi-seconde, se retourna, les yeux rouges, mais le menton haut. Maman, s'il te plaît ne dis rien maintenant, dit Moussa d'une voix basse. Tu n'as pas à demander quoi que ce soit en mon nom. Maman secoua la tête. Je ne demande pas pour toi, murmura-t-elle. Je demande pour la famille. Elle regarda Aïcha, ses vieux yeux brouillés de larmes. Ma fille, si un jour tu as un fils, tu comprendras le cœur d'une mère. Chaque mère a peur d'être un fardeau. Chaque mère a peur d'être repoussée du cœur de son enfant. Ne sois pas le genre de femme qui fait ressentir ça à une mère. Les doigts d'Aïcha se resserrèrent autour de la bandoulière de son sac à main, les ongles s'enfonçant dans sa propre peau. Pendant un moment, le masque froid sur son visage se fissura juste un peu. Elle se mordit la lèvre, tenant le regard de maman un peu plus longtemps,
puis se détourna. Je n'ai pas été élevée pour être ce genre de mère. J'ai été élevée pour ne plus jamais être pauvre. C'était la dernière chose qu'elle dit. Elle entra dans la chambre. Les sons vinrent. Fermetures éclairs, cintres qui s'entrechoquent, tiroirs qui s'ouvrent, vêtements arrachés du placard. La maison se remplit du chaos d'une petite tempête qui faisait ses bagages. Moussa s'appuya contre le mur, se sentant à la fois plus léger et comme si quelqu'un avait atteint dans sa poitrine et arraché un morceau de chair. Après tout, c'était encore la femme qu'il avait autrefois aimée, la femme qu'il avait appelée sa femme, la personne avec qui il avait imaginé construire un long avenir. Mais certaines choses une fois brisées ne peuvent pas être recollées avec de bons souvenirs, surtout quand les éclats sont enfouis dans le cœur de sa mère. Un moment plus tard, Aïcha sortit sa valise en la faisant rouler. La valise laissa une longue ligne sur le sol, ses roues roulant sur le même carreau qu'elle avait filmé fièrement ce matin-là pour une vidéo de visite de maison de jeune PDG. Elle s'arrêta à la porte. « Tu vas regretter ça », dit-elle, sans se retourner. « Le monde entier te respecte parce que tu es un PDG. Tu es le seul à marcher à reculons. À t'accrocher à ton passé pauvre. » Moussa ne répondit pas tout de suite. Il regarda son dos, tenant toujours la main de maman. Il savait que s'il ouvrait la bouche pour argumenter, pour marquer des points, il pourrait dire des choses qu'il regretterait plus tard. Et il était déjà épuisé de regrets. À la fin, il prononça juste une phrase. Basse, stable, pas forte, mais atterrissant comme des clous dans l'air. Si je dois choisir entre être respecté par le monde et ne pas trahir la femme qui m'a donné la vie, je choisis la seconde. Les mots tombèrent. Personne ne répondit. Aïcha tourna la poignée de la porte. Clac. La porte claqua derrière elle. Le son résonnant dans le couloir, rebondissant sur chaque mur, se glissant dans chaque pièce. Ses talons claquèrent de plus en plus loin dehors. Chaque frappe sur la pierre sonnant comme le dernier coup de marteau sur le cercueil d'un mariage. Puis le silence. Un silence complètement différent de toute autre nuit. Plus de rire aigu du salon. Plus de parfums lourds superposés au désodorisant. Juste le son de deux personnes respirant, une vieille, une jeune, se tenant ensemble dans une salle de bain. Moussa se tourna vers les toilettes. Dans ce petit cercle d'eau, il vit toute sa vie. La ruelle, l'odeur de la tiéké, les appels de vendeuses de rue de sa mère, et les salles de conseil de Cocody, les pitchs aux investisseurs, son propre esprit scandant, plus haut, plus haut, plus haut. Il serra doucement la main de maman, puis parla doucement comme une promesse et un nouveau départ. J'ai laissé une personne partir aujourd'hui, maman. Mais je ne te laisserai plus jamais être celle qui doit quitter cette maison. Cette nuit-là, maman Fatou s'assit dans la cuisine sous la douce lueur d'une ampoule jaune qui éclairait son visage marqué par l'âge. Son ombre tombait contre le mur couleur crème, petite mais stable comme le tronc d'un vieil arbre qui avait survécu à des dizaines de saisons des pluies d'Abidjan. La cuisine était étrangement silencieuse. Plus de claquements secs de talons hauts. Plus de bouffées de parfum essayant de dominer l'odeur de la nourriture. Juste le tic-tac de l'horloge murale et le faible murmure de la brise nocturne se glissant par la petite fenêtre. Sur la table, les marmites que maman n'avait pas osé toucher depuis longtemps étaient parfaitement propres mais froides. Elle tendit la main et caressa ses doigts le long d'une poignée en acier inoxydable, comme si elle touchait un vieil ami qu'elle avait évité trop longtemps. « Ça fait si longtemps », murmura-t-elle presque pour elle-même, « depuis que j'étais ici et que je cuisinais un vrai repas. » Sa gorge se serra. Elle pensait qu'à cet âge, elle pourrait enfin se reposer. Plus besoin de se réveiller à 5 heures du matin pour allumer le fourneau. Plus besoin de rester debout sous la pluie et le soleil à vendre de l'attiéké au bord de la route. Mais le repos qu'Aïcha lui avait donné n'avait pas été la paix. Ça avait été le vide. Le sentiment d'être rangé dans un coin comme un vieil objet sorti seulement quand quelqu'un avait besoin d'une histoire touchante pour se vanter. Pendant que maman était assise là, Moussa se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant silencieusement. Il avait changé de vêtements, pas de veste de costume, pas de cravate. Maintenant il ressemblait plus à l'étudiant qu'il était autrefois dans un dortoir bon marché qu'au PDG célèbre sur les couvertures de magazines. Les manches de sa chemise étaient retroussées haut, ses bras forts mais tremblant un peu. « Maman » appela-t-il doucement. Maman se retourna. Ses yeux étaient encore un peu rouges, mais plus calmes maintenant. « Mon fils » répondit-elle, forçant un petit sourire. « Tu ne vas pas te reposer ? Tu as eu une si longue journée. » Moussa entra dans la cuisine, ses baskets ne faisant presque aucun bruit contre le carrelage. « Je préfère être fatigué comme ça » dit-il, se dirigeant droit vers le réfrigérateur. Il l'ouvrit, sortit des tomates, des oignons, des piments et du bœuf. Il ouvrit le conteneur de riz, en versa un peu dans une marmite. Ses mouvements étaient maladroits,
comme jouer une chanson qu'il avait autrefois connue par cœur, mais qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Maman regardait, si surprise qu'elle oublia de cligner des yeux. « Moussa, qu'est-ce que tu fais ?» Il se retourna, le coin de sa bouche se soulevant en un sourire à la fois chaleureux et triste. « Je vais cuisiner le riz et la sauce que tu avais l'habitude de faire, mais cette fois tu t'assieds. Je vais me tenir au fourneau. » Maman laissa échapper un rire. Le son s'en mêlant avec le plus doux soupçon d'un sanglot. « Mon fils, ses mains. » Elle secoua la tête. Elles ne sont habituées qu'à taper et à signer des contrats. Ne brûle pas ta belle cuisine. Cette cuisine est restée froide trop longtemps, maman, répondit Moussa. Si elle doit brûler un peu, c'est quand même mieux qu'elle reste froide. Il coupa des oignons et la piqûre fit monter des larmes à ses yeux. Maman tendit la main vers un chiffon. Laisse-moi couper cela. Tu n'es pas habitué à ça. Tes yeux. Tu as trop pleuré à cause de moi déjà, dit Moussa doucement, repoussant sa main. Si les yeux de quelqu'un doivent brûler à cause des oignons cette fois, ce devraient être les miens. Il sourit, mais ses mains tremblaient encore. Maman posa son menton dans sa main, regardant les mouvements maladroits de son fils. Il coupa les oignons en gros morceaux inégaux, trancha les tomates de travers, versa un peu trop d'huile. Elle fit claquer sa langue. Non, non, c'est gaspiller l'huile. Laisse-moi, maman. Moussa se retourna vers elle, ses yeux doux. Tu me guides, je le fais ce soir. Je veux apprendre à nouveau. Depuis l'endroit même où ma vie a vraiment commencé. Maman soupira. Mais dans ce soupir, il y avait de la chaleur. D'accord, dit-elle, sa voix lente et douce, comme la vapeur s'élevant d'une marmite. D'abord, n'aie pas peur de l'huile chaude. Tu as affronté des investisseurs pires que n'importe quel poêle à frire. Moussa rit, un vrai rire, plus honnête que n'importe quel gloussement poli qu'il faisait en salle de conseil. Maman lui montra comment saler les oignons jusqu'à ce qu'ils soient parfumés. Comment attendre que les tomates cuisent pour qu'il n'y ait pas d'odeur crue. Comment ajouter le piment, les épices et le bœuf au bon moment pour que la viande ne devienne pas dure. Chaque instruction venait avec un souvenir. Je me souviens quand tu avais 6 ans, tu insistais pour que je mette plus de piment. Souviens-toi, tu as mangé jusqu'à ce que tes yeux et ton nez coulent, mais tu continuais à dire « Je vais bien, maman ». Je savais que tu ne voulais juste pas gaspiller l'attiéké que je t'avais donné. Je me souviens de la première fois que je t'ai donné de l'argent à apporter à l'école. Tu as tout dépensé en livres au lieu de nourriture. Tu es rentré si affamé que tu as failli t'évanouir. À partir de ce jour, je me suis promis que mon enfant n'aurait plus jamais à avoir faim. Moussa remuait la sauce et écoutait. Son cœur se serrait plus fort chaque fois qu'elle commençait par « Je me souviens ». Il réalisa quelque chose. Lui, il se souvenait des dates. L'année où il est entré à l'université, l'année où il a été embauché, l'année où il a lancé son entreprise. Maman se souvenait de petites choses. Le moment où il a transpiré en mangeant trop épicé, le moment où il a sauté le déjeuner pour acheter des livres, le moment où il s'est endormi sur la table en étudiant trop dur. Finalement, la sauce épaissit, devenant d'un rouge-orange brillant sous la lumière de la cuisine. L'odeur remplit la maison, se glissant dans chaque coin, chassant l'odeur chimique forte du nettoyant pour salle de bain, comme chassant un fantôme par la porte. Le riz finit de cuire, la vapeur s'élevant comme le brouillard matinal sur les vieux toits en tôle du quartier où il avait grandi. Moussa éteignit le fourneau et mit le riz dans un bol. Pas l'un des nouveaux plats blancs de l'ensemble parfait pour l'image, mais un vieux bol légèrement ébréché que maman avait insisté pour garder même quand quelqu'un voulait le jeter. Il posa le bol sur la petite table en bois et tira une chaise. Puis il se retourna, tendit une main vers elle. « Maman, je peux manger avec toi ce soir. » Une question si simple, mais pour maman elle sonnait comme un miracle. Pendant des semaines, ses repas avaient surtout été des restes réchauffés, mangés seuls dans la cuisine après que le repas principal ait été servi au couple et à leurs invités. Elle s'était habituée à entendre des rires dans le salon pendant qu'elle mangeait tranquillement à côté de l'évier. Maintenant, son fils, l'homme qu'Abidjan appelait un jeune PDG brillant, lui demandait avec la voix d'un garçon de 10 ans après l'école « Maman, je peux manger avec toi ?» Son sourire trembla, mais il était plus brillant qu'il ne l'avait été depuis très longtemps. « Mon fils. » Elle hocha la tête, les yeux scintillants. « C'est ce que j'attendais tout le mois. » Ils s'assirent. Pas de nappe chic. Pas de vin, pas de bougies, pas de dessert élaboré. Juste du riz blanc, de la sauce rouge, 2 cuillères, 2 assiettes, et 2 cœurs qui avaient erré très loin de ce vieux quartier, trouvant maintenant leur chemin de retour à cette petite table de cuisine. Moussa prit une cuillerée de riz, versa de la sauce dessus, et la porta à sa bouche. La chaleur, l'épice,
le sel, la richesse s'écrasèrent sur sa langue comme une vieille chanson qui jouait soudainement à nouveau dans l'obscurité. Il ferma les yeux. Pendant une fraction de seconde, il n'était plus à Cocody. Il était de retour dans cette petite cuisine. La pluie crépitant sur le toit en tôle. Maman debout devant la marmite remplie de vapeur, une main sur un éventail, les cheveux encore noirs, la peau ferme, souriant même avec la sueur coulant sur son cou. Il se vit enfant, pieds nus, en short, assis sur un petit tabouret, déchirant de l'attiéké chaud et fumant. Il vit son père encore vivant, riant fort, disant « Notre garçon va sortir de cet endroit. Regardez juste. » Il vit maman hocher la tête, ses yeux brillants de croyance. Il rouvrit les yeux. Devant lui était assise la maman d'aujourd'hui, cheveux argentés, dos légèrement courbé, mais ses yeux toujours les mêmes, forts, doux, contenant un ciel entier d'espoir qu'elle avait versé en lui. « Maman, » dit Moussa doucement, « je te promets, à partir d'aujourd'hui, personne n'utilisera plus jamais le mot « pauvre » comme une insulte dans cette maison. Personne n'appellera plus jamais ta nourriture, sale nourriture de village, dans cette maison. Si quelqu'un essaie même, il n'appartiendra pas à cette famille. » Maman posa sa cuillère et plongea profondément dans ses yeux. « Moussa, » dit-elle, voix basse mais douce comme la brise nocturne. « Une personne pauvre n'est pas celle avec peu d'argent dans sa poche. C'est celle avec peu d'amour dans son cœur. J'ai toujours été pauvre en argent, mais je n'ai jamais été pauvre en amour pour toi. » Elle posa légèrement sa main sur la sienne. « Tu ne peux pas choisir où tu es né, mais tu peux choisir comment tu traites cet endroit. Quelqu'un avec de l'argent qui oublie ses racines. Oublie la personne qui le tenait quand il n'était qu'un bébé nu. Cette personne n'est pas riche. Elle porte juste la richesse comme un costume. » Moussa avala une autre cuillerée de riz, sentant sa gorge brûler. « Demain, dit-il, je vais dire à mon entreprise et à la presse. S'ils demandent, je ne suis pas devenu prospère parce que je venais d'un milieu chic. Je suis ici grâce à une mère qui vendait de l'attiéké. Je ne laisserai plus les gens utiliser mon passé comme quelque chose à moquer. Et je ne laisserai plus personne te transformer en ombre dans ma propre maison. » Maman sourit cette fois. Le sourire ne trembla pas, « Mon fils, tu as réussi le moment où tu t'es agenouillé devant moi aujourd'hui. Pas le jour où les journaux ont imprimé ta photo. » Dehors, Abidjan continuait de rugir, klaxons qui résonnaient, musique d'un bar quelque part, voix qui se disputaient dans la chaleur, générateurs qui vrombissaient au loin. La ville se précipitait toujours, poussait toujours les gens à grimper plus haut, à bouger plus vite, à monter, monter, monter. Mais dans cette petite cuisine de la maison de Cocody cette nuit-là, deux personnes n'allaient ni en haut ni en bas. Elles retournaient simplement en arrière. En arrière vers un repas simple. En arrière vers la façon dont maman était dit non par devoir mais par amour. En arrière vers un endroit où une mère ne se sentait pas comme une invitée dans la maison de son propre fils. Et l'histoire se ferma avec une leçon que chaque famille africaine comprend. Riche ou pauvre, village ou ville. Quiconque oublie ses racines se perd lui-même. Quiconque méprise celui qui l'a élevé perd tout. Parce que dans un monde où l'argent va et vient, les maisons sont achetées et vendues, et les réputations montent et descendent, l'amour d'une mère est la seule chose qu'une fois que vous la piétinez, vous ne pouvez jamais la racheter. Mes chers amis, après toute la douleur, les mots qui ne pourront jamais être retirés, et les larmes qui sont tombées sur ce sol froid de salle de bain, nous avons appris quelque chose de profondément important dans cette vie. Vous pouvez construire une nouvelle maison, mais vous ne pouvez jamais construire une nouvelle mère. Vous pouvez choisir une femme, choisir des amis, mais vous ne pouvez pas choisir la femme qui vous a élevé avec sacrifice et un amour qui ne s'épuise jamais. En Afrique, on dit qu'un arbre qui oublie ses racines tombera. Si nous oublions les mains qui nous ont nourris, oublions les repas simples que nos mères ont cuisinés avec un amour pur, alors nous nous perdons nous-mêmes longtemps avant de perdre quelqu'un d'autre. Souvenez-vous, ne laissez personne appeler la cuisine de votre mère « nourriture de pauvre ». Ne laissez personne faire sentir à votre mère qu'elle a peur dans votre propre maison. Et ne laissez jamais le succès aveugler vos yeux de voir vos racines. Merci d'avoir donné votre précieux temps pour écouter. À la prochaine histoire africaine. Des histoires non seulement pour entendre mais pour vivre, pour se souvenir et pour grandir.